Je remercie la Hélène pour avoir dit qu'il fallait que la transition devienne un projet désirable. Parce que c'est ce qu'on voit quand on compare la France à l'Allemagne. En Allemagne, la transition est un projet désirable et avance à grands pas. Bon, au moins un pas très différent d'une autre. Alors, je voudrais aussi quand même faire une remarque à propos de ce qu'a dit Monsieur Maresca. Le tri est un échec. J'ai commencé à faire du tri il y a très longtemps, et je sais qu'aujourd'hui, si on le compare toujours à l'Allemagne, qui est malheureusement, c'est quelque chose. Allez voir dans les poubelles. Moi, j'habite à Meudon. Quand vous allez voir dans les poubelles, ce qu'il peut y avoir, c'est absolument affolant. Et quand on regarde la quantité qui est chaque année au niveau du verre, puisque c'est quelque chose qu'il faut amener, ça stagne depuis très longtemps. Donc là, on a un vrai problème. Et alors, vous l'avez souligné, il faut aller vers les territoires. Mais pour aller vers les territoires, en France, on a un vrai problème qui est un blocage total sur le plan institutionnel et organisationnel. On ne peut pas monter des coopératives comme en Allemagne, encore une fois. Donc là, la transition bute sur ce vrai problème, pour moi. Ok, merci. J'ajouterais que je fais partie du groupe de travail dans la transition sur les énergies renouvelables. D'accord. Raymond. Oui, Raymond Zaharia, ingénieur en retraite. Je profite un peu du fait que je suis plus professionnel pour utiliser une certaine liberté de parole, mais je ne veux choquer personne non plus. La première chose, c'est le poids du secteur public. Il a été souligné. Moi, je voudrais rappeler que j'ai eu le privilège de faire ma carrière à une époque où le secteur public était dominant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si le lanceur Ariane aurait un retour sur investissement convenable, quoi. On l'a fait parce qu'on estimait qu'il était nécessaire de le faire. Et toute démonstration qui aujourd'hui s'efforcerait de démontrer que c'était un projet avec un retour sur investissement serait voué à l'échec. Autre point que je voudrais signaler, c'est simplement la transparence, la sincérité du langage, quoi. On parle de la banque de la transition énergétique, la banque publique d'investissement. Je veux être désagréable avec personne, mais je pense que c'est un établissement qui ne bénéficie pas de la licence bancaire. Donc simplement, il faudrait l'appeler autrement que banque, quoi, simplement pour éviter un comportement qui est analogue à de la tromperie, il me semble. Un autre point, c'est qu'un fait de l'existence, c'est que les différents projets dont on parle et qui sont en concurrence, ont des profils de dépenses très différents. Donc il y a une réalité, un fait têtu, c'est que pour comparer des projets entre eux, on est obligé de choisir un taux d'actualisation. Et il s'agit, je crois, non pas d'un aspect technique réservé à des financiers ou à des économistes, il s'agit d'une question de société, quoi. C'est simplement la plus ou moins grande solidarité avec les générations futures, avec nos enfants. Donc voilà, il y a bien d'autres choses que je pourrais mentionner, mais je me limite à cet aspect-là. Mettre en avant le fait que le choix d'un taux d'actualisation, c'est un problème de société, c'est pas quelque chose qui se traite d'un point de vue professionnel. Merci beaucoup. J'ai une question ici. Bernard David, prospective stratégique au CEA. Il y a une dimension qui n'a pas été beaucoup présentée là dans votre exposé, c'est celui de l'innovation réglementaire, on va dire, hein. Puisqu'on a parlé d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle. J'ai beaucoup aimé les exemples, les PPP de Julien Dossier. Son exemple sur les fruits qui restent et qui permettent de faire de la confiture, mais vous n'aurez pas le droit de faire la confiture et vous n'aurez pas le droit de la vendre. Bon, vous me direz, l'exemple n'a rien à voir avec la choucroute, mais mais je n'ai pas le droit non plus de produire ma chaleur ou mon électricité, de la vendre à mon voisin et de m'organiser de cette manière-là. Donc, est-ce qu'il y a un volet d'innovation réglementaire dans vos propositions et quel est-il ? Oui. Benoît ? Monsieur.
Bonjour, Benoît Leguet, directeur de la recherche de CDC Climat. J'ai 4 questions très rapides. Pour Hélène, en 40 secondes chrono. Premier élément, une question de clarification. Hélène, tu as mentionné 50 millions de tonnes de CO2 évité sur 16 actions. Et ma question, c'est à quel horizon? Enfin, c'est impressionnant, mais bon, si c'est à horizon 2050, on n'est pas en lien sur le facteur 4. Voilà. Ensuite, sur le volet « Je me nourris », tu as précisé dès le début qu'il y avait un parti pris méthodologique qui était parti finalement du budget des ménages, du budget carbone des ménages. Et toutes les actions que tu as présentées sur l'agriculture sont plutôt tournées production et pas tellement consommation, sans mettre les pieds dans le plat. Il me semble qu'il y a quelque chose... Ok, c'est nul. Il me semble qu'il y a quand même un gros volet production qui est beaucoup plus important que le volet... un gros volet consommation, pardon. Pour les transformations, oui, on va en parler. Et disons diète, on va dire, pour parler français. Une précision, la vache bavaroise, certes, elle regarde des méthaniseurs, mais il me semble qu'il y a aussi pas mal de cultures dédiées. Oui, c'est pour ça que c'est pas parfait. Mais voilà, ok. Parce que ça stérilise, entre guillemets, de la terre, etc. Et une question, je vais me faire l'avocat du diable. Tu as dit il y a un certain nombre de projets qui ont une rentabilité faible à nulle, selon le prix des énergies. Et ma question, c'est finalement, est-ce que le prix des énergies ne va pas changer la donne à moyen terme? Oui, mais okay. Quand ça fait 3 questions. Christophe, là-bas. Christophe H, ingénieur et associatif aussi. L'intitulé de la réunion, c'est cartographie de la transition énergétique. Alors, et vous êtes parti... Carbone. Carbone. L'agriculture, par exemple. C'est par ailleurs, dans votre étude, vous êtes parti de partir des besoins des utilisateurs, enfin des gens en bout de chaîne, quoi. Ça va être quoi leur boussole? Comment ils vont savoir s'ils vont s'ils prennent le bon chemin dans leurs actes de tous les jours? Alors, est-ce qu'une boussole c'est suffisant, ou alors un GPS un peu plus sophistiqué pourrait être utile? Et si oui, lequel? Sachant que j'ai une petite idée là-dessus. Je propose de faire une première passe de réponses, puis on prend encore quelques questions juste après. Bruno, vous commencez, puis on va faire tout simplement dans l'ordre. S'il y a des éléments sur lesquels vous avez envie de répondre. Oui, enfin je vais, pour pas monopoliser la parole quand même, je vais juste répondre sur la question du tri. Oui, c'est vrai. Le tri n'est pas un échec, il est insuffisamment efficace. C'est pas tout à fait pareil. Alors, il est une réussite parce qu'il est un système collectif qui a changé la donne radicalement. Il est insuffisamment efficace parce que les filières du recyclage n'ont pas été mises en place à la mesure des choses, des nécessités. Mais si vous vous basez sur les comportements individuels, s'il y a bien un registre qui fait l'unanimité sur la mobilisation nécessaire, c'est bien celui de trier les déchets. Donc c'est une véritable réussite à la fois structurelle et à la fois sociale. Il y a eu plusieurs questions qui relevaient du temps, le long terme, etc. On voit bien que la transition, c'est quelque chose qui est très consensuel à terme, mais qui est très clivant à court terme. Et il y a un certain nombre de facteurs exogènes qui sont le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, il est ce qu'il est. En tout cas, nous, il ne peut pas grand-chose. C'est une donnée qui s'impose à nous. Il y a un certain nombre de valeurs tutélaires aussi sur lesquelles on peut se baser. Et quand on fait un calcul socio-économique, ben voilà, il y a des valeurs tutélaires qui entrent dans un calcul économique global. Là non plus, on ne peut pas grand-chose. Donc, soit on attend que ces variables exogènes bougent pour opérer la transition. On s'accorde à dire que le problème n'est pas la finalité qui n'est pas discutable, mais le rythme auquel on y va. Donc, si on attend que les variables exogènes bougent, d'accord Benoît, le prix de l'énergie va bouger, et donc le modèle du bâtiment efficace énergétiquement, dans 40 ans, il sera une évidence. En tout cas, il ne faut pas qu'on attende 40 ans. Donc, c'est vrai que c'est un handicap, et que, notamment en France, du fait du prix de l'électricité, on est obligé de beaucoup se creuser la tête pour arriver à trouver des mécanismes d'ingénierie financière d'une complexité colossale qui vont être autoporteurs et se rentabiliser eux-mêmes.
Le mandat dont je parlais tout à l'heure sur les modèles de performance énergétique dans le bâtiment privé, donc déjà on a un retard avéré. On voit bien qu'à Isoku, c'est très compliqué ce genre d'affaires, Isoku de l'énergie. Or, il faut qu'on arrive à produire des propositions qui seront à incidence nulle pour les finances publiques. Donc, urgence, pas d'argent, pour ne pas être vulgaire. On a vraiment toutes les conditions pour innover. Sur le prix, donc tu baisses les bras, c'est-à-dire que le fait que personne n'ose dire, parce que attends, si on attend des politiques qui disent, messieurs les citoyens, mesdames, messieurs les citoyens, l'énergie demain sera plus chère parce que voilà, autant ne pas vous le cacher, c'est la réalité. Voilà. S'ils font ça, ils ne se font pas réélire. Si quelques acteurs qui ont un peu une légitimité pour le faire disent, on le sait, nous on peut vous le dire, un espèce de taux directeur sur le prix de l'énergie, on vous le fournit comme quelque chose auquel nous on croit et sur lequel on base nos calculs. Est-ce que ça pourrait pas commencer à être un indice sur lesquels certaines personnes vont pouvoir baser leurs calculs économiques, notamment des calculs de TRI? Ça aide d'avoir une base. Bon, on compte pas sur toi pour... Non, mais si, déjà non, alors c'est sûr, vous comptez pas sur moi personnellement. Sur la caisse. Évidemment, on peut le dire, mais il n'en demeure pas moins que pour la Caisse des dépôts, il faut quand même avoir conscience aussi de là où on est, ça demeure une variable exogène. Donc, nous, notre travail consiste à dire, et on a soutenu des travaux, notamment de Pierre Radin, qui seront rendus publics prochainement, sur l'évolution des scénarios de prix de l'énergie. Notre travail consiste à dire, quand on fait une analyse extra-financière d'un projet d'investissement à 30 ou 40 ans, votre scénario de prix de l'énergie est trop conservateur pour être crédible. Et le TRI que vous affichez n'est pas crédible parce que votre infrastructure, qu'elle soit une autoroute, une LGV ou je ne sais quoi, sa rentabilité à long terme est aussi très étroitement corrélée au prix de l'énergie que vous retenez. Et donc, ce qu'il faut arriver rationnellement à combattre, ce sont des scénarios de prix de l'énergie, aujourd'hui qui nous sont présentés, qu'on sait non tenables. Après, le poids qu'on peut avoir là-dessus par rapport au discours politique ambiant, encore une fois, il faut avoir conscience. Enfin, en tout cas, c'est pas moi devant vous qui porterai ce message-là ce soir. Merci. Julien ? Pour rebondir peut-être sur la question de l'innovation réglementaire, moi je pense qu'il y a un registre aussi qu'on n'a pas forcément abordé, qui est sur annexe au rapport, mais c'est l'innovation comptable. On a peut-être là des effets de levier d'ajustement sur la façon dont on comptabilise les amortissements et la façon dont on peut aussi différencier certaines externalités, notamment dans la règle de consolidation comptable, avec la question de la consolidation, la comptabilisation d'abord et ensuite la consolidation des externalités positives ou négatives. Là, on est dans un registre d'innovation comptable avec des champs d'application pour le tiers payant de la caisse, aussi sur un territoire, de pouvoir aller capter des externalités positives dans certaines actions de transition locale. Et typiquement, il y a un énorme réservoir sur des actions de prévention, de réduction de la demande, qui vont déplacer ou changer la structure de coût des projets. Donc sur les TRI, on a beaucoup d'innovations possibles sur ces facteurs qui ne vont pas forcément agir sur la rentabilité intrinsèque, mais qui vont agir sur des facteurs associés au projet. Alain, il y a notamment une question sur la BPI. Est-ce que tu es d'accord avec la remarque plus que la question? Peut-être que c'est pas une banque. Non, ce à quoi je suis d'accord, c'est que j'aimerais bien qu'on ait de l'ambition au niveau européen, au niveau français, et donc j'aimerais bien qu'on s'inscrive dans un vaste projet dans lequel les banques publiques sont au service de la transition de manière massive. Je comprends très bien que c'est pas la Caisse des dépôts en tant que telle qui va s'auto-proclamer pour le faire, et que ça passe par le champ politique. Et moi, mon espoir, c'est que
il n'y a pas, c'est quoi? Il n'y a pas d'argent, il y a urgence, et donc on va innover. Je pense que quand on va être vraiment dans le mur, on innovera encore plus vite. Donc là, je suis extrêmement confiant sur ce coup-là. Le deuxième point, et ma deuxième remarque, après je passe à Hélène parce qu'il y a pas mal de questions, je vais donc être ultra rapide sur tout ce qui est de l'ordre de l'innovation institutionnelle et réglementaire. Ça, je partage complètement ce point de vue. C'est-à-dire que, évidemment, on a une très grande phrase sur le choc de simplification. Vu des écolos, on se dit, oulala, ça c'est un truc qui est bon pour les lobbies, ils vont se précipiter là-dessus. Et la simplification va pas être bonne pour l'écologie. Mais ça se discute énormément. En réalité, dans les groupes de travail et dans les rapports entre les groupes de travail et les experts, dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, je vois énormément de choses sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de très fortes revendications, de simplification, de lisibilité. Toute la question, c'est de savoir si on va y arriver. C'est-à-dire si notre pays, qui a empilé les couches dans tous les sens, est capable de faire des vraies ruptures sans que ce soit juste les intérêts des acteurs les plus puissants qui soient gagnants là-dedans. Okay. Alors Hélène, donc non seulement sur les questions qui ont été posées, mais sur également sur les ce qui a été dit interventions après. du tour de table. Enfin, je fasse doublement court. Donc, non, alors je vais parler des deux tris d'abord. Donc le premier tri, le tri des déchets. Donc la façon dont on a abordé le sujet, c'est de dire que oui, on trie, mais c'est souvent un éco-geste et c'est pas parfait, et qu'il y a un gisement de matière colossal à aller chercher. Je partage les deux observations, qu'il y a encore un gisement colossal à aller chercher, mais que, heureusement, on a appris à faire ça, et donc le sujet, c'est de le faire mieux et plus. Et la façon dont on l'a abordé, c'est de créer des ambassadeurs du tri qui, concrètement, sont sur le terrain pour aller expliquer pourquoi, comment faire mieux et plus, mettre en place des composteurs de quartier, faciliter la collecte sélective, etc. C'est très dans le diffus et le comportemental, mais ça a quand même un potentiel d'à peu près 400 millions d'euros par an sur la balance commerciale en énergie évitée, plastique pas exporté et autres trucs dans le genre. Donc c'est quand même intéressant d'aller chercher ce gisement. C'est intéressant en double titre aussi parce que ça crée de l'emploi, même si celui-là est relativement subventionné. Alors ça, c'était sur le tri des déchets. Sur le tri, projet, ça, sur la rentabilité des différents projets et la rationalité, et est-ce qu'on fait des choix de projets uniquement en fonction de son TRI? Dans l'essentiel des cas, oui, mais parfois non. Donc heureusement, il existe quelques acteurs irrationnels, et dans le domaine de la finance participative, c'est un domaine formidable pour ça, parce que l'émergence de la finance participative, c'était aussi je mets 50 € sur le chanteur que je trouve amusant, quoi, et sans garantie de retour quelconque sur investissement. C'était juste un acte financier associé à un plaisir qui est de soutenir un truc qui nous plaît. Et je pense que cette approche est réservée bien entendu aux gens qui ont 50 € à mettre, en trop, sans garantie de retour, mais qu'elle n'est pas nulle pour cet effet de motivation du citoyen. Dit autrement, qu'un usage de l'argent, pas forcément jeté à la poubelle, c'est un usage de l'argent expérimental pour financer des trucs éventuellement qui vont se planter. Et que la méthode japonaise, c'est j'essaye 10 fois et peut-être que la 10e, ça va marcher. Donc voilà, sur la rationalité des acteurs, de manière un peu plus sérieuse, il y a une section dans le rapport là-dessus sur les blocages et les freins des différentes catégories d'acteurs investisseurs en fonction de leur nature et de leurs contraintes. Sur l'innovation réglementaire, sur comment débloquer localement certains projets, loin de moi l'idée de proposer de mettre par terre toutes les réglementations dans un sens ou dans l'autre, ou d'en créer 50 nouvelles, parce que ça se fait pas comme ça. Et s'il y en a qui sont là, c'est qu'il y en a qui sont des bonnes aussi. Par contre, pour éviter finalement la tristesse de voir la censure du bonus-malus par le Conseil constitutionnel, même s'il était peut-être pas ficelé bien du premier coup, même si tout ce qu'on veut, une des façons de débloquer et d'innover réglementairement, c'est d'autoriser des territoires pilotes et des zones d'expérimentation. Tout vouloir changer d'un seul coup, ça marche pas. Donc si je reviens à ma vache allemande pour répondre à Benoît, l'intérêt de la vache allemande, c'est qu'ils ont expérimenté. C'est pas parfait, mais ils ont testé un modèle, ils ont créé une filière, ils ont créé des compétences, ils ont sécurisé un peu les revenus, au moins temporairement de leurs exploitants. Au moins ils ont testé. Voilà. Donc je pense que cette vertu d'expérimentation locale, quitte à justement faire des facilités réglementaires sur certains sujets bien précis et bordés sur des zones qui soient territoriales ou thématiques, est une des façons de favoriser la mutation. Si on reste enfermé dans un carcan, on fera rien. Donc je pense réellement que certaines zones d'expérimentation doivent être débloquées. On pourrait citer l'exemple de la Chine qui, avant de faire le grand saut vers le capitalisme débridé, s'est lancé dans des zones d'expérimentation à Shenzhen ou ailleurs. Bon, donc ça c'était quand même à des échelles assez grosses. Je pense que sur la transition on peut faire des trucs plus petits. Donc je reviendrai sur ce qu'a dit Julien sur les petits pas, innovation locale avec les PPP. Donc sur les 50 millions de tonnes, à quel horizon? On a voulu être à peu près pragmatique et pas tirer à 2050. Il n'y a aucun exercice de scénarisation exhaustive là-dedans. On a fait juste la somme de ces actions avec un point de coupe à 5 ans. Voilà, donc c'est 50 millions de tonnes
éventuellement possible d'ici 5 ans. Ce qui est pas si mal, ça nous met sur une trajectoire dont on n'a pas à rougir, c'est 10% des émissions de la France. Et puis comme c'est un exercice qui n'avait pas vocation à être exhaustif, ça n'est pas exhaustif. À chaque fois, c'est des économies d'énergie sur un périmètre. Oui, sur un périmètre donné. Faut pas du coup essayer de calculer un facteur 4 sur la base des chiffres. Voilà. Et l'horizon de temps est bien entendu fonction de la vitesse à laquelle on met en œuvre ces différentes politiques. Est-ce qu'on arrive à rénover tous les logements dont on a dit qu'on allait les rénover ou d'autres questions dans le genre. Sur le prix des énergies qui change la donne, oui, mais quand en dehors d'une tendance à la hausse du prix des énergies fossiles, la question de la volatilité et de l'incertitude des prix est cruciale pour les acteurs économiques. C'est-à-dire que même si c'est croissant dans la durée, s'il y a des trous d'air où pendant 3 ans le prix est bas, puis après excessivement haut, puis réciproquement, c'est quelque chose qui est extrêmement peu sécurisant pour les projets. Donc la façon de mettre un tunnel de prix sur ces paramètres-là est un point à considérer. Le FMI a publié un rapport en octobre 2012 dans son World Economic Outlook où pour la première fois il donne une vision du prix du baril en intervalle de confiance et non plus en tendance. Ce qui est un changement de paradigme assez fort, qui est de dire il y a une probabilité non nulle que le baril soit à $180 d'ici 2 ans. Bon. Et sur la boussole des ménages, qui était la question de monsieur, comment savoir s'ils prennent le bon chemin, je pense que si chacun prend le bon chemin, si nous prenons le bon chemin. Oui, c'est un sujet qui est excessivement compliqué. Je pense qu'il y a un premier défaut qui est le défaut d'information. On en a parlé avec la Bourgogne. Je suis allée faire une petite présentation en Bourgogne où le sujet, c'est d'aller parler aux gens là où ils sont et de leur donner les bons éléments d'information. Si, aussi, je pense que j'ai peut-être pas compris la question. C'est la sensibilisation, donc c'est pas une boussole. Si, c'est aussi une boussole. Je pense que la boussole consiste à montrer ce qui marche et à le démontrer. Rapidement, c'est Christophe. Il va falloir, en plus, il va falloir qu'on arrête. Même pas. Voiture, vous avez un tableau de bord. Ça vous dit combien vous consommez par jour, combien vous consommez. Je parle assez fort, je crois, donc mais en fait, l'idée, c'est de comparer le bâtiment à la bagnole. La bagnole, on fait des vidanges régulièrement, on entretient, machin, tout ça, on fait bien attention, on la bichonne. La maison, pas trop. Par ailleurs, la voiture, vous avez un tableau de bord, vous avez un réservoir, donc vous savez combien ça vous coûte quand vous faites le plein, tout ça. Bon, vous prenez la même chose, et pour le particulier, comment il fait tous les jours pour savoir si en termes budgétaires et en termes de CO2, puisque c'est ça dont il s'agit, comment est-ce qu'il va dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Ok. Et l'outil, avec le bilan carbone personnel, par exemple. Et l'outil, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un smartphone. Ça calcule, ça fait plein de choses, et si on lui rentre des données qui font les calculs, on va laisser Hélène répondre, et puis ce sera le mot de la fin, parce que je pense que c'est une question de temps de cerveau disponible pour toutes ces activités. Je citerai les travaux de la sociologue Syria Emelianov, je trouve qu'elle a fait des travaux passionnants sur ces sujets-là, qui est qu'aujourd'hui, le budget temps des ménages est complètement phagocyté par le budget temps consommation, et donc il reste déjà assez peu de budget temps pour les loisirs non marchands, et encore moins de temps pour un budget temps transition. Donc le sujet, c'est comment remettre la transition dans le reste, ou comment arbitrer entre les différents budgets temps. Que certains aient l'envie et le temps de s'intéresser à leur consommation ou la contrainte monétaire de le faire est une évidence, mais que pour les 80% d'entre nous qu'on citait au début, une approche différente doit être mise en œuvre par l'envie et le faire ensemble. Enfin, en tout cas, c'est la conclusion qui ressort un petit peu de ces travaux-là. Voilà. Ouais. Et donc, on est en train de mesurer à quel point nous sommes dans un monde fini, puisque le budget temps est complètement limité et qu'on arrive à la fin, malheureusement. Donc, merci beaucoup à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir prendre plus de questions, et je suis désolé de ne pas pouvoir vous inviter à les poser au cocktail, puisque cette fois-ci, on n'en aura pas. Mais entre les 2 minutes qui vous restent pour aller récupérer votre carte d'identité, ne l'oubliez pas, vous pourrez éventuellement poser 3 questions. Merci à tous d'être venus, merci aux participants et à elle.